comme Monsieur Efernelli. Je voulais remercier aussi Monsieur Gricourt qui nous a permis d'avoir un bon vin à déguster tout à l'heure grâce à la cave de Chardonnay. Et puis à des personnes comme ça que je ne citerai pas mais qui ont donné des coups de main qui ont été très, très appréciables. Je pense qu'ils se reconnaîtront tous là-dedans. Je voulais surtout remercier évidemment Madame Aubrac et Madame Zeytoun aussi, qui vraiment, grâce à c'est grâce à elles que ces rencontres peuvent exister, parce que dès que je leur ai parlé de ces rencontres droits de l'homme, eh bien immédiatement elles ont donné leur accord. Bon, sur le simple fait que j'y croyais et que ça valait la peine de défendre les droits de l'homme à sa manière. Donc vraiment, je tiens à les remercier de leur présence et de l'honneur qu'elles nous font de venir à Tournu. Et je vais d'ailleurs passer la parole à Madame Aubrac pour nous dire quelques mots, puisque c'est notre invitée d'honneur. Merci. Bien, mes chers amis, j'ai déjà retrouvé parmi vous un certain nombre de cheveux blancs, de cheveux gris, qui ont été nos camarades de la résistance, qui ont pris part à ce combat que continue aujourd'hui Madame Gallorini et qui est celui de la défense de la liberté des hommes à travers le monde et aussi de la défense de la dignité des hommes. Parce qu'il ne suffit pas de les mettre en prison. Dans un certain nombre de pays, ils sont torturés, humiliés, et la dignité est probablement une des choses qui, pendant la guerre, n'est-ce pas, mes camarades, nous tenait peut-être encore plus au cœur que la vie. Donc pendant une semaine, vous allez assister et vous allez faire de la publicité pour que ça soit bien rentable, parce qu'il faut que la municipalité se rende bien compte que c'est un gros travail, que ces choses-là coûtent cher, que l'entretien, l'organisation de tout cela est une affaire qui demande beaucoup de responsabilité et d'entrain, et qu'il faut que les jeunes connaissent ces films qui sont des films à la gloire justement de ceux qui se sont battus pendant la dernière guerre. Nous, qu'est-ce qu'on a fait pendant la dernière guerre? On vous a représenté des films qui sont toujours des films de très grand héroïsme. Vous avez encore vu, je crois que c'était hier soir ou avant-hier soir, l'Armée des Ombres. Et alors pour l'Armée des Ombres, vous avez de la publicité, c'est un très beau film, d'accord, mais vous avez de la publicité dans tous les journaux de télévision et même dans les autres journaux. Parce que c'est un film où on voit des êtres exceptionnels. Alors des êtres exceptionnels qui, d'une part, donnent bonne conscience à ceux qui n'ont rien fait, parce qu'ils disent « Oh là là, si c'était tellement difficile de faire quelque chose, alors nous, on ne pouvait pas. Ces types-là, ils sont exceptionnels, on n'aurait pas pu faire pareil qu'eux. » Et puis, on vous montre aussi des gens qui sont tout seuls, qui s'enferment pendant un mois dans une baraque pour ne pas se faire prendre, ou une femme qui est toute seule dans la rue et qui finalement est abattue parce que ses camarades pensent que c'est mieux. C'est travestir notre résistance. Je le dis d'autant plus volontiers que cette Simone Signoret, qui fut mon élève aux jeunes années de ma carrière de professeur, était une femme admirable et qui pensait qu'en faisant ce rôle, elle se remémorait un peu un certain nombre d'actions beaucoup moins héroïques que j'avais pu entreprendre pendant la guerre. Eh bien, c'était pas ça. Si vous vous rappelez bien, pour ceux qui ont vécu cette période-là, notre résistance, elle était à la fois beaucoup plus simple et aussi beaucoup plus héroïque, parce qu'elle engageait plus loin. La femme qui ramassait le petit gosse juif dont la famille venait d'être embarquée par des policiers français pour être remis à des membres allemands de la Gestapo, être expédié à Drancy, et puis ensuite dans les camps de la mort et exterminé à Auschwitz, cette femme-là, elle avait fait le geste tout simple de tendre la main, et puis elle avait tendu la main, mais après, chez elle, il fallait un lit, il fallait partager la soupe, il fallait partager la nourriture. Et dans les grandes villes, il n'y avait pas grand-chose à manger. Et c'était difficile. Et puis, il fallait expliquer d'où sortait le gosse. Il suffisait que quelqu'un d'un peu curieux et malveillant signale qu'il y avait un enfant pas comme les autres dans cet endroit-là. Et vous verrez d'ailleurs dans un film tout à l'heure qu'il y a des endroits où personne n'a vendu ceux qui ont fait ça. Mais dans d'autres endroits, ça s'est passé. Ça, c'est un acte tout simple. Dans cette région d'ici, là, je viens de retrouver des camarades de l'Ain et du Jura, puis aussi de la Saône-et-Loire, puisque c'est mon département. Eh bien, quand on avait un parachutage, on raconte que les choses qu'on sait, bien sûr. Quand je suis partie en Angleterre, moi, quand je devais partir en Angleterre,
Déjà à l'automne de 43, à la suite d'un tas d'histoires qui mettaient ma vie en danger, d'autant que mon époux n'était pas bien brillant après s'être passé dans les pattes de la Gestapo, puis on avait un petit garçon de 3 ans et demi, en plus on en attendait un autre, il fallait donc nous planquer. Eh bien les gens qui à Pont-de-Vaux, à Manzia, dans l'Ain, ici, à Tournu chez un facteur, on a été cachés. J'ai jamais su son nom, nous n'y avons passé qu'une nuit. Et le lendemain, on allait chez Bernard Moret, un peu plus haut à Cuiseaux. Et puis ensuite, on allait chez des demoiselles qui habitaient un château, qui étaient des filles de général, et qui habitaient un château à Villevieux dans le Jura. Ces gens-là, quand ils ramassaient un bonhomme sorti des pattes de Barbie, une femme dont la tête était mise à prix. Il y avait avec nous par hasard un Anglais, qui était un Anglais d'une forteresse volante, qui avait pu sauter en parachute quand sa forteresse avait été atteinte par la DCA ennemie. Quand il ramassait des gens comme nous, c'était pas simplement parce qu'il nous donnait un lit et parce que ce soir-là, le dernier lapin de la famille, on le tuait pour nous le donner, pour qu'on mange à notre faim ce soir-là. C'était aussi parce que le lendemain, si la Gestapo en avait eu vent, ou si la milice en avait eu vent, ils étaient embarqués. Et ils prenaient le chemin des camps de concentration comme quelqu'un qui aurait été dans la résistance depuis le début. Alors je crois que c'est ça notre message essentiel qui fait que des gens de notre âge, on se déplace encore maintenant. C'est d'expliquer que la résistance, c'était une question d'honneur, une question de conscience. Il fallait à chaque moment être prêt à se battre et à être disponible pour ceux qui étaient plus malheureux que nous, à être disponible pour l'ouvrier polonais qui était poursuivi parce qu'il était d'origine polonaise, au communiste qui était poursuivi parce qu'il avait jadis vendu l'humanité dans la rue, au curé qui avait ramassé éventuellement un FTP qui avait été blessé. Je cite ce cas parce que je connais un curé qui a fait ça. Et c'est tout ça qu'il faut que vous compreniez, c'est tout ça que vous allez voir, et vous penserez aussi que nous maintenant on a des vieilles figures, que mes copains ont, comme moi, un vieux visage avec des rides et puis plus guère de cheveux quand on en a encore. Mais vous penserez qu'il y en a qui vont jamais vieillir. Et ceux-là qui vont jamais vieillir, ce sont nos copains qui ont été jusqu'au dernier sacrifice. Que ce soit sous les coups de la torture de la milice française et de la Gestapo, que ce soit dans les camps de concentration, que ce soit au hasard d'une exécution en masse ou même solitaire, parce que ça se passait n'importe comment. Ceux-là, ils ont gardé des visages jeunes. Vous en verrez sur les panneaux qui sont là. Vous les verrez, ce sont les frères de ceux qui sont actuellement dans les prisons du monde où la liberté n'est pas respectée. Et puis vous penserez aussi, parce que pour eux, j'ai beaucoup de tendresse, aux 44 petits gosses d'Isieux, c'est pas bien loin, là dans le Rhône, qui sont partis un matin sans avoir le temps de vider leur bol de cacao et de manger leurs tartines, qui sont partis pour un périple qui les a d'abord amenés à Drancy, et puis ensuite qui les a emmenés à Auschwitz. Et vous penserez que ceux-là, qui auraient eu l'âge de mes enfants à moi, eh bien, ils n'ont jamais eu la chance d'être des parents, et ils ne sont pas ici parmi ceux de 40, 50 ans qui nous accompagnent au cours de notre périple pour continuer d'expliquer ce qu'est la liberté. Merci.